Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance de consultation publique. Juste pour être certain, Madame Larivière, il y a vous que je vois à mon écran. Pouvez-vous me faire un petit signe de tête pour être sûr que vous me comprenez bien? Bon. Est-ce que je m'exprime bien? Oui, parfait. Merci. Donc, allons-y. Je me présente, Eric Allen Caldwell. Je suis conseiller du district Hochelaga et président du comité consultatif d'urbanisme. Je vous souhaite la bienvenue pour cette haute assemblée publique à distance. Je vais présider l'Assemblée, mais je vais laisser les autres élus et la secrétaire d'Assemblée se présenter. Donc, tout premièrement, Monsieur Julien Nouratel, je vous passe Oui, la bonsoir. parole. Bonsoir tout le monde. Merci, M. Caldwell. Donc, Julien Nouratel, conseiller de ville pour le district de Tétroville et membre régulier du CCU. Merci. Merci. Je ne crois pas qu'on a d'autres élus présents. Si oui, qu'ils se manifestent. Je ne vois pas la mosaïque. Je sais par contre que est avec nous Madame Dina Tosheva. Oui, merci beaucoup, Monsieur Caldwell. Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir à tous les participants. Et il y a avec nous des membres de l'équipe des communications et de la DOSE, la direction en aménagement urbain ou services aux entreprises. Dans les deux cas, chez nous, c'est ce qu'on appelle les tops du top. Donc, cette assemblée publique est un complément à la consultation écrite qui se tient en ligne depuis le 10 mars sur le site Internet d'arrondissement. Il y a M. Gabriel Chéné qui va présenter les deux projets à l'étude. Après chaque présentation, nous ferons les lectures des questions et commentaires reçus préalablement. Et finalement, nous entendrons les questions et commentaires des personnes présentes à l'Assemblée. Je vous rappelle que la séance de ce soir sera enregistrée et sera ensuite diffusée sur le site Internet et le compte YouTube de l'arrondissement, toujours en écho avec Netflix par contre. Alors, je vais céder la parole à M. Gabriel Chéné qui va faire la présentation du projet de règlement de l'arrondissement, le projet de règlement qui est le 01-275, et afin de procéder à des corrections de nature technique sur quelques zones que vous déclinera M. Chéné. Donc, il y aura la présentation de M. Chéné et après, bien entendu, par la suite, une période où vous pourrez vous exprimer. M. Chéné, êtes-vous bien parmi nous? Oui. Parfait. M. Chéné, je vous cède la parole. On écoute votre présentation. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est présent à l'Assemblée publique de consultation pour vous présenter, comme M. Caldwell l'a dit, deux projets. On va commencer avec le projet de règlement le 01-275-145 qui vient modifier le règlement d'urbanisme de l'arrondissement afin de procéder à une correction de nature technique, soit le plan de zonage qui s'intitule l'annexe A1. Donc, pour être plus précis, ça touche particulièrement trois zones situées dans l'écoparc de la Grande Prairie, soit la zone 249, 671 et 382. Telle qu'on voit sur l'image de gauche, la partie au sud de la zone 249 descend plus au sud que quelle affectation au plan d'urbanisme sur l'image de droite, la partie plus en gris. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement modifier la zone 249 au niveau des usages, puisque c'est une affectation de grandes emprises et d'infrastructures publiques. Donc, sur la prochaine diapo. Donc, la proposition, c'est de modifier, dans le fond, c'est de rehausser la zone 382 afin de se conformer au plan d'urbanisme et de venir se corriger à l'affectation grande emprise et infrastructures publiques. Donc, on vient rétrécir la zone 249 et par conséquent augmenter la zone 382 vers le nord, ce qui a également un impact avec la délimitation de la zone 671 juste au point de vue technique pour suivre les limites des lots. Donc, après évaluation, la dose et recommande favorablement cette modification réglementaire puisque c'est une nature technique et ça a pour objet de se conformer au plan d'urbanisme. Également, en corrigeant ces limites de zone, on s'assure que chaque lot va être délimité sur une seule zone. Il ne sera pas à cheval entre deux zones comme c'est le cas actuellement. Et donc, on s'assure d'avoir une certaine conformité. Le projet a été présenté le 8 février 2022 au CCE et ce dernier a émis un avis favorable au projet d'amendement réglementaire sans émettre d'exigence particulière. Merci beaucoup, M. Chéné. Donc,
Nous allons donc passer à la période des questions ou commentaires. Je ne sais pas, Madame Larivière ou Madame Brasseur, vous m'aidez dans les tours de parole? Oui, tout à fait. Donc, j'inviterai les citoyens qui souhaitent poser une question à lever la main. On vous donnera accès là. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous avait une question de précision ou de compréhension. Ou, Madame Teixeira, est-ce que vous voulez lire la question qui a été reçue au préalable? Oui, effectivement, il y a eu une question qui était envoyée par Madame de Selle et qui était formulée de cette façon. Est-ce c'est possible de savoir quels sont les projets autres que les numéros qui ne disent rien? Et Madame de Selle est présente et peut-être elle pourra préciser sa question et nous aider pour lui répondre. Donc, Monsieur Chéné, je vais vous repasser la parole, à moins que Madame de Selle désire s'exprimer via... C'est juste parce que des numéros, ça ne dit rien, puis je voulais savoir c'était quoi, simplement. Merci, c'est beau. Parfait. Donc, Monsieur Chéné, peut-être à l'aide de la carte, bien situer les lots et expliquer pourquoi, lorsqu'il y a des changements comme ça, pourquoi c'est des numéros de lots qui sont présentés. Et donc, on vous écoute. Peut-être c'est des numéros de zone. Le règlement d'urbanisme de l'annexe A1 a plusieurs zones, a un découpage des usages et des paramètres normatifs prévus au règlement. Donc, actuellement, c'est ça l'implique trois zones. Si on peut être plus précis, dans le fond, c'est une zone qui touche la rue Dixon de part et d'autre, l'emprise ferroviaire juste à l'ouest, près du Boisé-Vimont. Et la zone 249, c'est la zone qui touche le 5600 Hochelaga et d'autres terrains entre Dixon et la rue Hochelaga. Mais chaque secteur est numéroté par zone. Dans l'arrondissement, on a plus de 700 zones, un plan avec 700 zones. Donc, je ne sais pas si avec votre curseur, vous êtes capable de pointer les rues, là, ça va aider tout le monde à se retrouver, là. Oui, en fait, la zone 382, comme j'ai dit, c'est la zone qui est une gare de triage en soi de l'emprise ferroviaire. La zone 671. Non, attendez, là, on va situer. Donc, au sud, c'est la rue Notre-Dame. Aidez les gens à se situer, là. OK. Au sud, c'est la rue Notre-Dame. Okay. Et elle monte pratiquement juste un peu plus haut que la rue Ontario, en fait, au nord. À l'ouest, c'est la rue de Ville-Marie en soi. Okay. Et à l'est, c'est vraiment l'emprise ferroviaire. C'est vraiment un seul lot en soi. Et allons-y donc avec la prochaine zone. La zone 671 est délimitée au sud par la rue Notre-Dame. Elle va de part et d'autre à l'est et à l'ouest de la rue Dixon. Et elle monte jusqu'à l'avenue Souligny et exclut la cour de voirie actuelle. Et la rue à l'est, jusqu'où ça va, c'est? La rue à l'est, ça va au lot arrière de la rue Rougemont. OK. Et donc, on a fait la 382, la 671, la 249. La 249, en fait, c'est la zone qui fait l'intersection Dixon et Hochelaga jusqu'à l'emprise, dans le fond, jusqu'à l'emprise ferroviaire. Parfait. Donc, c'est corriger les délimitations de ces zones. Donc, ça s'applique au règlement d'urbanisme, pas nécessairement spécifiquement des projets, mais au cadre réglementaire. C'est bien ça, M. Chéné? Exact. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y avait questions de relance ou d'autres questions ou d'autres commentaires. Les commentaires, il faut le dire, à cette étape-ci sont aussi les bienvenus. C'est une séance donc de consultation publique. Alors, Mme Brassard, je vous repasse là, à titre de maître de cérémonie là, le micro. Oui, en fait, est-ce que quelqu'un, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que vous pouvez le faire, en fait, vous pouvez le faire physiquement aussi ou avec la main virtuelle là, comme vous le sentez. On est peu nombreux, donc la main, toutes les mains sont bonnes. Parfait. Donc, merci. Donc,
Comme je constate qu'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on serait prêt à passer au prochain point. Donc, la question reçue par Internet a été lue. On a permis aux gens de s'exprimer. Donc, allons-y avec le projet particulier PP 270312. Monsieur Chéné, on vous écoute. Merci. Donc, on est également ici pour présenter l'Assemblée publique du projet particulier, le PP 270312, qui vient modifier le projet particulier PP 27029, qui est le projet, un projet particulier qui est déjà en vigueur sur le site, en vue de permettre l'agrandissement du bâtiment situé au 79 rue Sherbrooke-Est, qu'il s'agit du manoir Claudette Barré, une résidence pour personnes âgées. Donc, une brève localisation. On est vraiment tout juste en face de la station de métro Honoré-Beaugrand, sur la rue Sherbrooke, entre les rues Honoré-Beaugrand et Liébert, si on faisait un prolongement vers le nord. Également, à titre d'information, voici les paramètres d'urbanisme. Donc, on a le droit, le plan d'urbanisme autorise de 3 à 8 étages avec un taux d'implantation moyen. On voit également la vue actuelle du bâtiment de la résidence. C'est un bâtiment de 6 étages avec un stationnement extérieur en façade. Pour mieux l'intégrer dans son contexte, voici quelques photos. De part et d'autre, dans le fond, dans la vue Sherbrooke-Sud, on voit des bâtiments de 3 étages et demi avec la station de métro et tout juste à l'ouest, une strip commerciale d'1 étage. On voit à l'ouest de la rue Honoré-Beaugrand, sur la rue Sherbrooke-Nord, des bâtiments d'une certaine densité similaire au projet, soit de 8 étages, alors qu'à l'est, tout juste à droite, dans le fond de la résidence, c'est le centre de réhabilitation Mont-Saint-Antoine qui a des gabarits de 6 étages environ. Donc ici, c'est une brève comparaison avec le projet existant et le projet proposé. À l'ouest, à gauche, on voit le projet existant. Donc, un bâtiment avec 2 ailes et un stationnement en façade, alors qu'à droite, dans sa version plus transparente, on voit le projet qu'on va revoir un peu plus tard, mais on vient, dans le fond, agrandir le bâtiment et lui donner une 3e aile avec un plus rapproché de la rue Sherbrooke. Donc, les certaines caractéristiques du projet, c'est un agrandissement sur 8 étages. On parle d'environ à peu près 100 nouveaux logements. Un taux d'implantation moyen de 42% au total une fois construit. On vient retirer le stationnement en façade et inclure des unités de stationnement intérieur. On vient également augmenter la végétalisation sur le site. On parle d'environ 37% au total, avec une voie de circulation en pavé gazonné qui était proposée. On vient également augmenter le ratio du nombre d'arbres. Actuellement, on avait 15 arbres. On va en planter il est proposé d'en planter 17 nouveaux arbres pour un total de 32 arbres sur le site et également l'ajout d'un mur végétal dans sa partie ouest de l'agrandissement, soit la partie à gauche, près de la voie de circulation. Au niveau de l'approche conceptuelle, l'objectif du projet est également de ne pas avoir d'atteinte au niveau de la luminosité de la façade existante. Donc, le projet a été travaillé afin d'orienter, je pourrais dire, de créer un angle sur le bâtiment de cette aile, mais également de travailler en hauteur avec des retraits à partir des étages du 6e étage et du 8e pour permettre le plus grand ensoleillement naturel de la façade existante. Également, avec un ajout de verdissement au toit, le mur végétal et également un verdissement augmenté au niveau du sol. Ici, on va voir les plans, dans le fond, du projet. Au niveau du rez-de-chaussée, on a beaucoup des bâtiments, des aires communes, soit des bureaux de réception, le bureau administratif, la salle communautaire, l'espace commun extérieur qui va être entre les deux, dans la cour intérieure entre les deux premières ailes, qui va donner également à un espace commun déjà existant, tout juste à gauche, exactement. Au niveau du 2e étage jusqu'au 5e, c'est purement résidentiel. Sur la prochaine diapo, on va voir qu'il y a un certain retrait qui est travaillé pour justement permettre davantage d'ensoleillement sur la façade et la cour. C'est également le cas sur le plan du 7e étage.
Et enfin, au 8e étage, c'est un étage qui va être accessible à tous les résidents en soi, puisque ça va être des espaces communautaires et également la salle à manger pour la résidence. Au niveau du sous-sol, en fait, on voulait juste simplement montrer les 35 unités de stationnement qui étaient proposées. Également, les cases à vélo, on vient vraiment, dans le fond, ceinturer avec l'agrandissement et permettre le stationnement dans la cour intérieure de la deuxième portion existante. Au niveau de l'architecture, un travail a été effectué afin de s'intégrer avec le bâtiment existant et également de venir dénoter les espaces communs. Comme c'est le cas actuellement sur le bâtiment, tous les espaces plus assombris, c'est des espaces communs. Donc, on voit ce qui est le 8e étage et également le rez-de-chaussée. Vous voyez des espaces communs, mais également, on peut voir dans la perspective l'espace commun sur le bâtiment existant également. On vient faire un rappel avec la maçonnerie plus foncée. Ici, on vient montrer les aménagements extérieurs, le pavé gazonné. Ce dernier risque d'être retravaillé lors de la révision architecturale pour l'aménagement paysager. Je vous en ferai part à la suite, mais ça donne une idée. Ici, on a l'espace de la cour intérieure qui va être créé et qui va faire un dialogue entre les deux espaces communs intérieurs au rez-de-chaussée. On va voir l'étude d'ensoleillement. Ce dernier, sous 3 plages horaires, en fait, l'impact est relativement minime. C'est beaucoup plus d'un impact à soi-même, mais a très peu d'impact sur les bâtiments voisins dans le secteur. Donc, ça, c'est au solstice d'hiver. Ici, on voit au printemps, alors que la prochaine diapo, on va voir l'impact lors du solstice d'été. Donc, puisque c'est un projet particulier, c'est parce que certaines dérogations. Donc, au niveau du règlement d'urbanisme, on vient déroger à la hauteur. Le règlement permet 3 étages et 11 mètres. Le projet en propose 8 étages. Ça a déjà été une dérogation qui a été accordée au fil des années lors du projet particulier existant, le PP 27029, pour un 6 étages, mais ici, on propose 2 étages supplémentaires. On a également une dérogation au calcul du taux d'implantation puisque le bâtiment chevauche 2 zones afin de faciliter l'émission du permis. On vient s'assurer d'avoir un pourcentage de taux d'implantation minimum sur tout le territoire d'application, soit le lot dans lequel est située la résidence. On a également des dérogations. On vient déroger à l'alignement de construction puisqu'il n'y a pas nécessairement de bâtiment de référence. Le manoir, pas le manoir, mais le centre de réadaptation de Mont-Saint-Antoine est très reculé, alors que les édicules du métro sont très rapprochés, donc il n'y a pas de bâtiment de référence. Donc, on vient déroger. On vient également déroger au minimum de stationnement, puisque le projet en propose 39, alors que le minimum exigé en fonction du nombre d'unités était de 41 unités. Enfin, puisque c'est un projet particulier existant, on vient modifier le nombre maximal de logements qui était prescrit dans les anciens projets particuliers et on vient également modifier l'emplacement des unités de stationnement qui autorisaient le stationnement en façade à l'époque. Également, lors des derniers projets particuliers, il y avait des annexes qui étaient il y avait des annexes qui étaient en pièces jointes de la résolution, soit annexées. Donc, on vient y déroger puisque ça montrait les façades et que le plan d'agrandissement n'était pas indiqué sur ces plans. Donc, après évaluation, la dose est favorable à cette demande de projet particulier pour les raisons suivantes. On vient considérablement augmenter la végétation sur le site. On parle d'environ 37%. Toiture verte, murs végétalisés, augmentation du nombre d'arbres de manière significative. Également, puisqu'on est tout juste à côté de la station de métro, on vient répondre à différents documents de planification de la Ville de Montréal, également ceux de la communauté métropolitaine, soit le PMAD, le schéma d'aménagement et le plan d'urbanisme. Et enfin, le projet sous forme de contribution financière va céder, on va répondre aux paramètres du règlement sur les frais de parc et sur le règlement sur les matières de logement social abordable et familial. Enfin, le projet a été présenté au CCU du 18 janvier et a reçu un avis favorable de ce dernier avec 3 conditions, soit une bonification de l'expérience de la Cour à l'existant afin de démontrer et en comprenant bien l'enjeu technique,
Donc, l'enjeu technique, c'est vraiment puisque le bâtiment est tout juste, va être tout juste à côté du tunnel de la station de métro Honoré-Beaugrand. Donc, le bâtiment ne peut pas s'avancer davantage vers la rue Sherbrooke. Également, il va être demandé de démontrer un parcours piéton facile pour les résidents et une bonification des aménagements extérieurs, notamment au débarcadère. Tantôt, je faisais mention du pavé gazonné. En fait, comme c'est des résidences pour personnes âgées, peut-être c'est pas nécessairement la solution optimale. Les requérants sont en train de regarder un projet, en fait, les nouvelles propositions. Enfin, il va être de démontrer la faisabilité de la rampe d'accès maintenant au stationnement intérieur dû à la proximité des infrastructures du métro. Ce dernier a été validé. On a reçu les lettres, en fait, les communications de l'ingénieur qui n'a pas de problème à être prêt, de l'ingénieur qui mentionne qu'il n'y a pas de problème pour être près de la station de métro et des infrastructures en soi. Le tout, dans le fond, va être revu avant l'émission du permis en révision architecturale au CCU. Donc, ces trois conditions-là vont pouvoir être abordées davantage, mais vont devoir être répondues avant l'émission du permis. Merci beaucoup, M. Chénier. Très bonne présentation, claire et précise. Dans le monde très niché où il y a des ratings d'évaluation, de présentation de dossiers d'urbanisme, vous devez bien performer. Alors, Madame Brasseur, est-ce que je vous repasse justement le contrôle pour les périodes des questions et commentaires? Donc, vos questions ainsi que vos commentaires sont les bienvenus. Comme je n'ai pas accès à qui lève la main, et je vais laisser Madame Brasseur faire l'appel des citoyens. Oui, donc est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question ou émettre un commentaire par rapport au dernier projet présenté? Oui, Madame Decelle, allez-y. Bon, bien, je n'étais pas au courant de ce projet d'agrandissement-là et moi, ma question, c'est que le bâtiment va être plus en avant et si on pense au projet du REM de l'Est, ça voudrait-tu dire que, parce que le projet n'est pas arrêté encore, si il va avoir lieu sur la rue Sherbrooke au Souligny. Donc, les résidents, ils vont avoir le REM devant leur appartement au niveau du 3e, 4e étage. En tout cas, c'est une question que je me pose à savoir si c'est un projet qui peut être intéressant à construire si on pense au REM. Voilà. Merci pour votre question, M. Chénier. En fait, comme vous avez mentionné, le trajet n'est pas encore établi. Ce que je peux répondre, par contre, c'est qu'il y a entre 71 et 79 pieds de cours avant entre l'emprise de la rue publique et l'agrandissement. Donc, il y a quand même une certaine distance entre le projet et, s'il y a lieu, le tracé du REM. J'ai M. Pierre-Paul Savignac qui voudrait prendre la parole. Oui, M. Savignac. Juste vous présenter, M. Savignac. Oui, bien sûr. Merci, M. Caldwell. Merci, Maude. Pierre-Paul Savignac, je suis directeur de l'aménagement urbain, service d'entreprise. Question très pertinente qui nous préoccupe au plus haut point. Évidemment, là, le projet du REM aura des impacts, peu importe où il sera situé. Effectivement, il y aurait beaucoup d'impacts s'il était situé dans l'axe de cette rue. Et vous avez totalement raison que la situation serait, comment dire, ça ferait en sorte que les unités d'habitation seraient rapprochées de ce qui pourrait être l'axe. Mais ça fait beaucoup de comment dire, de spéculation et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il reste que, et ça a été très bien répondu là, par mon collègue Gabriel, il y a beaucoup de distance. La cour avant est très généreuse à cet endroit, ce qui permet de prévoir ce projet-là. Fait ce serait pas souhaitable que ça se réalise ainsi, mais malgré tout, ça serait quand même, il y a quand même beaucoup de place dans la cour avant. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça reste très préoccupant, cette question du REM, bien évidemment, mais on ne peut pas empêcher le développement d'une propriété, comme c'est le cas ici. Et par ailleurs, la cour avant est assez grande que ça pourrait être réalisable. Mais votre préoccupation est tout à fait pertinente. Merci, M. Savignac. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole, poser une question,
Demande d'éclaircissement, émettre un commentaire. Personne, donc ça Pendant semble faire le que tour. vous regardez s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, Madame Tocheva, vous nous confirmez qu'on n'a pas reçu de demande écrite? Non, c'était la seule le dossier. question que nous avons reçue. Parfait. La seule question étant pour le point précédent. Tout à fait. Oui. Parfait, merci. Donc, Madame Brassard, est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a plus de demande de tour de parole? J'ai personne, en fait, qui sollicite la parole, effectivement. Mais d'abord, je vais vous remercier tous les membres présents. Je constate qu'il n'y a plus de questions ou commentaires sur ce point. C'était le dernier point à l'ordre du jour pour cette consultation publique. Donc, je remercie toutes les personnes présentes, élus, personnel de l'arrondissement et citoyens pour cette séance de consultation publique. Et je donc proclame la levée de la séance et je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.